Bonjour à tous, donc je vais vous parler d'un sujet d'actualité, le repérage amiante avant travaux. Effectivement, c'est un sujet d'actualité parce que la réglementation a évolué en la matière depuis ces dernières années et tout particulièrement encore ces dernières semaines, vous allez le voir en suivant. Et j'en profite aussi pour signaler que le sujet étant tellement d'actualité, c'est aussi une des raisons qui amène les services d'inspection du travail à mener une campagne de contrôle qui aura lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, en particulier dans le domaine des immeubles bâtis, donc peut-être un peu moins le sujet dans une centrale nucléaire et encore. En tout cas, voilà, sachez que nos services sont mobilisés sur le dernier trimestre de l'année. Donc, comme cela vient de vous l'être dit par le docteur Chancelier, l'amiante est une substance cancérogène. Donc, et compte tenu des effets sur la santé et des difficultés effectivement à apporter des traitements puisqu'il n'y en a pas, l'exposition doit être la plus basse techniquement possible. Le risque doit donc être évalué dès qu'une émission est susceptible d'exposer les travailleurs. La partie amiante est codifiée au niveau du Code du travail dans les articles R4412-94 à 148. Donc, le contexte du repérage de l'amiante est avant tout un enjeu sanitaire. Il était important de repérer pour prévenir et éviter les expositions. L'évolution réglementaire était nécessaire parce que jusque-là, tout ce qui était lié au repérage était plutôt présent dans le Code de la santé publique, avec des obligations qui s'adressaient uniquement aux propriétaires d'immeubles bâtis. Il n'y avait pas d'investigation très approfondie et pas toujours des conclusions sur la présence d'amiante justifiées par une démarche très avancée. Or, la réalité, c'est qu'il y avait plus d'amiante dans différents domaines et donc il y avait besoin d'améliorer ce dispositif. De plus, il n'y avait pas de sanctions qui étaient prévues à l'encontre du donneur d'ordre. Le dispositif ne permettait pas de prévenir véritablement les interventions des travailleurs. C'est pourquoi la loi a évolué en 2016 et s'applique à tout ce qui a été construit ou fabriqué après le 1er janvier 1997, qui est la date à laquelle l'interdiction de l'amiante est applicable en France. Quand on dit tout ce qui a été construit ou fabriqué, vous allez le voir, ce ne sont pas que les éléments qui relèvent du bâtiment. Et cette recherche, cette nécessité d'effectuer un repérage s'effectue préalablement, avant toute intervention, qu'elle relève de la sous-section 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus classiquement le désamiantage, ou les interventions de type en sous-section 4. L'obligation de RAT s'applique au donneur d'ordre, c'est-à-dire le commanditaire des travaux. Alors, donneur d'ordre est à entendre au sens le texte précisément parle de donneur d'ordre, de propriétaire ou de maître d'ouvrage du BTP. Donc il y a bien ces trois casquettes que dans la présentation, je vais plus rapidement indiquer, libeller sous le terme de donneur d'ordre. Donc l'obligation est au donneur d'ordre de faire le repérage et de le transmettre aux entreprises dès le début des travaux, avant le début des travaux. Donc les dispositions du Code du travail que j'ai citées tout à l'heure s'appuient sur un décret ainsi que des arrêtés qui font apparaître 6 domaines d'activité. Dans la diapo d'après, vous verrez plus précisément quels sont ces domaines. Donc tout le dispositif réglementaire permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'informations sur les modalités techniques, les méthodes d'analyse des matériaux, donne des informations sur la qualification et l'indépendance et l'impartialité de l'opérateur de repérage. Il y a quelques exceptions à ces obligations de repérage. Et il y a également la rédaction d'un rapport où les textes précisent plus en détail ce qui est attendu, en précisant la nature, la localisation ainsi que la quantité des matériaux. Il y a une traçabilité aussi de ce rapport. Donc les 6 domaines d'activité que j'évoquais à l'instant, le principal qui était connu jusque-là, c'est le domaine numéro 1 sur les immeubles bâtis. Et puis ensuite, il y a des nouveaux domaines. Donc le domaine 2, c'est celui des autres immeubles, donc, qui est lui-même divisé en 2 sous-domaines, les terrains, tout ce qui est sol, et le deuxième sous-domaine qui est tout ce qui relève des ouvrages de génie civil et infrastructures de transport, donc tout ce qui est réseau, eau, gaz, énergie. Donc là, vous voyez, il peut y avoir des choses qui peuvent être présentes sur une centrale. Le domaine 3, globalement, c'est celui qui relève tout ce qui est en lien avec le ferroviaire. Le domaine 4, en lien avec les navires. Le domaine 5, les aéronefs.
et le domaine 6, qui est un domaine très important sur une installation comme une centrale nucléaire, qui est celui des installations, structures ou équipements concourant à la réalisation et à la mise en œuvre d'une activité. Donc tout ce qui est équipement industriel. Donc il y a un domaine avec un arrêté et une norme par domaine ou sous-domaine. Plus on a un arrêté spécifique sur les analyses. Donc voilà, il faut avoir en tête de la structure du texte, c'est les 6 domaines. En face d'un domaine, il y a une ou plusieurs normes et un ou plusieurs arrêtés qui définissent, et c'est l'ensemble de ce dispositif qui définit l'ensemble des règles applicables. Une opération peut concerner plusieurs domaines à la fois. Alors à ce moment-là, c'est bien le donneur d'ordre qui a l'obligation de coordonner les différents repérages s'il y a des repérages relevant de plusieurs domaines. Donc là, vous avez un tableau qui n'est pas la version mise à jour. On a un problème de diaporama. Donc là, vous avez sont référencés normes et arrêtés, ainsi que l'entrée en vigueur des textes. Donc vous voyez le dernier, le domaine 6. Donc là, le texte est sorti, là, ça n'apparaît pas dans ce tableau. Le texte est sorti tout récemment, puisque l'arrêté est paru au journal officiel du 11 septembre, et c'est donc un arrêté du 19 juillet. Donc le domaine 6 dispose aujourd'hui de l'arrêté d'application. Donc à chaque fois, voilà, vous voyez, il y a des normes ainsi que des arrêtés. Donc pour rentrer vraiment dans le détail, ce n'est pas du tout l'objet là tout de suite, mais sachez que le dispositif est beaucoup plus précis et détaillé en fonction de ce dont on parle. Une petite précision, le repérage avant démolition qui est prévu quand il y a une démolition de bâtiment est assimilable à un repérage avant travaux. Donc ce qu'on peut penser ce qu'on peut faire comme hypothèse sur un CNPE, sur une centrale nucléaire, c'est qu'il y ait de façon préférentielle les domaines 1, 2 et 6 qui sont concernés. Alors, ah mince, oui, c'est pas mon... Là, il me manque des photos que j'avais prévues. Ouais. Où je passe et puis je reviendrai après dessus. Donc, parce que j'avais prévu quelques illustrations d'équipements industriels. On le reprendra, on le réintégrera un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, quelques éléments importants à retenir. Le donneur d'ordre et le commanditaire des travaux. Donc, quand on dit donneur d'ordre, c'est pas celui qui peut faire appel, c'est pas au sens de la sous-traitance, c'est au sens de qui fait faire les travaux. Donc son obligation, c'est de désigner un opérateur de repérage compétent. Il doit lui indiquer le périmètre des travaux, lui fournir les informations et lui donne les accès pour effectuer la mission. Il doit respecter son indépendance et son impartialité. Il ne va pas lui dire il faut aller à tel endroit et maximum 10 prélèvements et pas là et là. Non, c'est vraiment lié au périmètre des travaux, et c'est dans ce cadre-là que l'opérateur de repérage ensuite fera sa mission. Il doit transmettre ensuite le repérage avant travaux aux entreprises, en même temps que le dossier de consultation, et qualifier les travaux, c'est-à-dire lui dire si c'est une intervention de sous-section 3 ou de sous-section 4. La réglementation prévoit des sanctions dans le cas de manquement en matière de repérage avant travaux. L'opérateur de repérage, lui aussi, a des choses qui sont précisées par rapport à la réglementation. Il doit être compétent, dispose des qualifications et moyens nécessaires à sa mission. Donc ça, c'est un élément, justement, qui est détaillé, domaine arrêté par arrêté. Quels sont les critères de compétence entre un opérateur de repérage qui intervient dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage qui intervient dans un navire. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas tout à fait le même référentiel de certification. Donc chaque arrêté précise comment un opérateur obtient son attestation de compétence et quelles sont les exigences sur les organismes de formation qui vont proposer ces modules. L'opérateur de repérage est indépendant et impartial. Il échange avec le donneur d'ordre avant, pendant et après la mission. Vous avez forcément été amené à travailler sur des documents et à voir qu'en cours de route, on a besoin de refaire le point avec un opérateur de repérage parce qu'il peut y avoir des choses qui sont mal comprises ou des marquages qui n'ont pas été faits. Donc ces allers-retours entre le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage sont bien prévus. L'opérateur de repérage rédige le repérage avant travaux. Il ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence d'amiante sur son seul jugement personnel.
Donc le RACT conclut à l'absence ou à la présence de matériaux contenant de l'amiante. Si la présence est avérée, il doit en préciser la nature, la localisation et la quantité. Le RAT est donné sur un périmètre de travaux qui doit être précis et correspondre aux travaux réels. Alors, le rapport de repérage, un petit point de précision, il y a une différence entre un pré-rapport et un repérage avec des repérages complémentaires qui sont demandés. Un pré-rapport, c'est un rapport, c'est une mission qui n'est pas allée jusqu'au bout par un défaut d'accessibilité, parce que le local était fermé, parce qu'il fallait sur la toiture et qu'il n'y avait pas une nacelle permettant d'aller sur la toiture. Donc là, quand il y a un défaut d'accessibilité, l'opérateur de repérage produit un pré-rapport qui indique pourquoi c'est un pré-rapport, quels sont les éléments qui l'ont empêché d'aller jusqu'au bout. À ce moment-là, le donneur d'ordre doit donner les moyens de compléter la mission pour permettre de la terminer. À la différence d'un rapport avec des compléments, des compléments à produire, et là, quand il y a des investigations complémentaires qui sont demandées, ça peut être lié au fait que le repérage n'est possible que quand on engage l'action. Quand vous avez une chaudière qu'il faut démanteler pour aller voir s'il y a de la présence d'amiante ou pas, là, on est bien dans des investigations complémentaires qui ne peuvent être menées qu'en même temps que l'opération. Voilà. Donc, il y a une différence, pour vulgariser, entre je n'arrive pas à aller au local chaufferie pour voir s'il y a de l'amiante ou pas à l'intérieur, et je ne peux pas aller dans la chaudière elle-même. Vous voyez, c'est vraiment la distinction. Donc, quand vous avez quand vous avez le document, portez bien attention à l'intitulé du document pour savoir si le document est complet ou pas complet, et en fonction de cette absence de complétude, en comprendre les raisons, et pour les entreprises intervenantes, s'assurer qu'elles vont bien avoir l'information complémentaire, et pour le donneur d'ordre, mener les investigations complémentaires à faire. Le RAT à la fin est donc transmis pour archivage au propriétaire. Donc des sanctions sont prévues à l'encontre du donneur d'ordre de deux types, soit des sanctions pénales ou sanctions administratives, pour défaut de réalisation de la mission ou de transmission du rapport. En conclusion, ce sont donc des articles du Code du travail qui fixent les obligations en matière de repérage avant travaux. Pour toute consultation postérieure au 1er juillet 2019 pour les immeubles bâtis, mais il y a des échéances qui sont différentes pour chacun des domaines. Là, c'est l'échéance pour le domaine 1. Et pour tous les travaux pour les consultations après le 1er juillet, portant sur des immeubles ou sur des matériaux qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 1997. Le rapport de repérage conclut à la présence ou à l'absence d'amiante. Il faut que ce soit clair, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté en la matière. Donc le donneur d'ordre, c'est bien lui qui a la responsabilité de la réalisation et de la transmission du repérage avant travaux. Par contre, l'entreprise garde quand même sa responsabilité d'évaluer les risques par rapport à l'amiante. Donc en l'absence de rapport qui lui aurait été transmis, ça ne suffit pas de dire j'ai pas de rapport donc il n'y a pas d'amiante. Non, il faut quand même se poser la question et soit retourner vers son donneur d'ordre. Voilà, c'est pas parce que la sanction sur le RAT porte sur le donneur d'ordre qu'il n'y a pas de sanction possible à l'encontre de l'entreprise qui ne se préoccupe pas de la présence d'amiante. C'est elle qui doit évaluer les risques par rapport aux travailleurs. Donc la nouvelle réglementation permet de procéder donc à cette évaluation et de prévenir le risque en garantissant soit qu'une intervention sera faite en l'absence d'amiante ou en organisant donc les travaux selon la section qui aura été déterminée en sous-section 4 ou en section 3. Je vous remercie de votre attention et donc je suis à l'écoute s'il y a des questions. Alors si vous voulez, on va pouvoir projeter les photos que vous vouliez mettre. On va reconnecter tout ce qui va bien pour que vous puissiez compléter votre présentation. Et si vous avez des questions dans la salle, mais aussi en visioconférence, vous pouvez commencer à les formuler dans vos têtes, puisqu'on va bientôt avoir une séquence dédiée aux questions-réponses. Voilà. Donc
Voilà, là c'est donc le tableau corrigé. Donc vous voyez effectivement apparaître en bas voilà, la référence de l'arrêté du 22 juillet 2021, entrée en vigueur donc, dès le lendemain de la publication, c'est-à-dire le 12 septembre 2021. Et donc cet arrêté entre en vigueur totalement au 1er juillet 2023, mais les dispositions sur la formation sont d'ores et déjà applicables. Voilà, alors petit éclairage sur voilà, des situations un peu de concret, hein, avant d'être complètement dans le concret tout à l'heure, mais là pour illustrer le propos, voilà, sur la photo de gauche, vous voyez ce qu'on va appeler des canalisations, pour faire simple. Donc là, dans le cadre du repérage immeuble bâti, on n'a pas nécessairement un repérage qui est adapté. Donc c'est vraiment dans la norme du domaine 6 sur les installations industrielles qu'on va se poser la question sur la présence ou pas d'amiante dans ces joints de bride. Donc c'est là où la question se pose. Dans la photo de droite, on a une intervention dans une fosse où on a des canalisations qui sont en amiante ciment. Donc là, on n'est pas forcément, a priori, on n'est pas dans une sous-section 3 où on va enlever la canalisation. On a une intervention à proximité, donc il est important de faire ce repérage pour la protection des intervenants juste à côté. Là, autre exemple, on a là aussi hein, des canalisations avec des calorifuges, et là on a un repérage qui a permis d'identifier qu'on a une toile, la partie extérieure, donc sur la photo de gauche, avec un enduit bitumineux qui contient de l'amiante. Le repérage a concerné aussi la colle, qui contenait aussi de l'amiante, et puis dessous il y a un cordon de mousse polyuréthane. Donc là aussi, quand on fait le changement du calorifuge et qu'on intervient sur ce type d'équipement, on n'intervient pas comme ça, pour l'entreprise, hein, sans prendre des précautions vis-à-vis de l'inhalation de fibres d'amiante. Et la dernière photo à droite, c'est un alternateur, c'est une borne d'alternateur sur lequel il y a une révision qui est programmée, une maintenance qui a été réalisée, et quand on démonte, on voit qu'il y a un mastic de protection qui a été appliqué il y a un certain temps, puisque quand on a fait un prélèvement, on a trouvé la présence d'amiante. Donc voilà, là c'était quelques illustrations pour vous expliquer que dans le domaine 1, qui était celui qui était le plus connu d'immeubles bâtis, ce n'est pas parce qu'on a fait le travail avec le respect de ce domaine qu'on a tout repéré. Donc globalement, alors là je m'éloigne un peu du périmètre de la journée, mais vous êtes amené aussi à intervenir dans d'autres industries. Et donc, vraiment, ça c'est un domaine qui va fortement prendre de l'ampleur dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'on attend des donneurs d'ordre qu'ils fassent faire ce repérage de façon beaucoup plus élargie. Voilà. Merci Madame Fournier pour ces éléments de précision. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On me dit qu'il y a des questions en visioconférence. Donc, on va commencer par monsieur et ensuite visioconférence. Allez-y. On va vous sonoriser. On est amené du coup sur les centrales, nous, enfin mon entreprise en tout cas, à retirer des joints de briques régulièrement. On est forcé de voir par rapport à la photo que vous avez montrée juste avant, qu'il n'est pas possible de réaliser un repérage avant travaux. Est-ce qu'on respecte quand même la réglementation du coup ou pas? Là, ce qui est attendu, c'est que le donneur d'ordre, donc, avant de lancer les travaux, se pose la question du repérage, donc, en fonction des dates et puis voilà, de l'histoire de son équipement, fasse appel à un opérateur de repérage qui va, lui, intervenir et voir ce qui peut être fait, parce que le repérage, ce n'est pas uniquement faire un prélèvement et faire une analyse. Il y a aussi un travail documentaire qui est fait, donc il y a une traçabilité qui est à constituer et à consulter, et donc il y a ce travail préparatoire qui doit être fait. Et après, il est possible que, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour certaines opérations, on est engagé dedans en même temps, et c'est au moment où on va démonter qu'on va se rendre compte s'il y a ou pas. Donc, les deux sont liés, voilà. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est d'intégrer l'obligation de repérage au départ pour le donneur d'ordre, de faire la démarche, de la faire le plus loin possible, et pour l'entreprise qui interviendra ensuite, en l'absence d'informations d'informations précises, de certitude de présence ou d'absence, à ce moment-là, il faut faire comme s'il y avait de l'amiante.
C'est-à-dire quand on n'a pas toute l'information, on se met en situation de protection par rapport à l'exposition possible à l'amiante. Voilà. Donc l'opération peut être faite, mais en prenant les bonnes dispositions. Donc après, derrière, ça veut dire que pour les donneurs d'ordre qui ont des grosses installations, il y a un énorme travail de recensement, de base de données, alors qui existe déjà, parce qu'on ne découvre pas tout, hein, ce n'est pas depuis le 12 septembre au matin qu'on se pose la question. Les industriels ont déjà engagé ce travail-là, parce que la norme, elle est sortie déjà depuis 2019, parce qu'il y a des choses qui avaient été annoncées, mais ce n'est pas parce qu'ils ont commencé que tout est fait. Voilà. Donc vous voyez, on est dans un travail, moi je qualifierais d'itératif, hein, c'est-à-dire que chacun a sa part à jouer pour amener l'information. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a une situation de doute, et parce qu'on n'a pas la réponse complète. Et donc à ce moment-là, l'intervention ne doit être réalisée qu'en situation de se dire, ben, on fait comme si. Voilà. Donc ça veut dire une entreprise qui a formé ses salariés, qui a fait un mode opératoire, qui a de l'équipement, qui sait un minimum faire une intervention pour réduire les risques au plus bas possible. Merci. Si je précise un peu ma question, est-ce qu'il est nécessaire qu'on ait un pré-rapport de repérage, même s'il n'est pas finalisé, avant d'intervenir, ou est-ce qu'on peut intervenir effectivement moyennant la formation, les modes opératoires qui vont bien, si notre donneur d'ordre du coup nous indique effectivement il faut que le donneur d'ordre vous justifie de ce qui a été fait, c'est-à-dire un pré-rapport ou un rapport. Enfin, il faut qu'il dise quel est l'état de sa démarche, de sa mission de repérage. Parce que, y compris de dire, j'ai fait, puis j'ai pas trouvé, parce que voilà ma démarche. Voilà. On est vraiment dans cette obligation-là. Sachant que vraiment l'obligation, elle est sur, il faut que le donneur d'ordre engage une mission de repérage. Si on a eu des opérations où les donneurs d'ordre n'avaient pas fait l'opération, ils ont été sanctionnés, même si in fine il n'y avait pas de l'amiante. Parce que ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas avoir engagé la démarche. Parce qu'on a eu des cas où des opérations ont été faites, et puis on est allé enquêter, et puis au final, il n'y avait pas d'amiante. Donc il s'est dit, ouf, très bien. Non, sauf que l'infraction, elle y est quand même. Ne pas rechercher, ne pas se poser la question, c'est une infraction. Voilà. Donc après, il y a un relationnel, évidemment, qui est à conduire. C'est pour ça que j'ai expliqué que la sanction, elle est sur le donneur d'ordre, mais l'entreprise qui ne se pose pas la question, ça ne suffit pas. Hein. Il faut quand même engager, chacun à sa part de responsabilité. Merci. Alors, on a des questions en ligne, je crois. Madame Malek. Oui, donc on a 3 questions, 2 qui sont en lien, donc je vais les poser en même temps. Le type d'intervention sous section 3 ou sous section 4 doit-il figurer dans le rapport? Et les logigrammes de la DGT sont-ils toujours bien en vigueur? Alors, l'opérateur de repérage, ce n'est pas à lui que revient la responsabilité de classer l'intervention en sous-section 3 ou en sous-section 4. En fait, voilà, l'opération, le donneur d'ordre veut faire une opération. Dans ce cadre-là, il lance une opération de repérage. L'opérateur fait son rapport. Et c'est après avoir eu ce rapport que le donneur d'ordre prendra sa décision éclairée de dire, eh bien finalement, les travaux avec les informations dont je dispose aujourd'hui sur la présence d'amiante m'amènent à classer cette intervention en sous-section 3 ou en sous-section 4. Donc c'est bien la responsabilité du donneur d'ordre. Il s'appuie sur des éléments produits par l'opérateur de repérage, mais c'est le donneur d'ordre. Après, la question en lien avec les logigrammes de la DGT, oui, ils sont toujours d'application, bien entendu. Donc il y en a 2, il y a celui sur les immeubles bâtis et celui sur les équipements industriels. Et donc celui-là, on est en train de le réutiliser beaucoup ces derniers temps, notamment lié au fait qu'on a maintenant l'arrêté, la norme et tout le dispositif relatif au domaine 6. Donc oui, ils sont d'application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a encore une autre question. Existe-t-il une liste exhaustive des matériels amiantés sur CNPE? Alors, je me tourne vers... il doit y avoir des gens d'EDF dans la salle qui peut-être ont des réponses. La norme équipement industriel donne déjà un certain nombre de pistes, mais ce n'est pas spécifique au CNPE. Après, bon, je sais que les centrales se sont posé des questions, hein, donc après sur l'état des bases de données aujourd'hui,
Je suis pas là. On en reparlera tout à l'heure. Merci de la question, comme ça on a le temps de préparer les éléments de réponse. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main dans le fond. Je vois que le temps passe, donc on va prendre cette Oui, j'avais une question concernant les logigrammes justement de DGT, voilà. Comment expliquez-vous que sur des arrêts de tranche qui sont de maintenance organisée et structurée, qu'on fasse des travaux de SS4 alors qu'on doit être en SS3 si on lit et on interprète correctement le logigramme? Alors, sur des logigrammes. Le logigramme, vous dites celui sur équipement Industriel, tout à fait. oui. On dit que quand on est sur des maintenances programmées et structurées, Comment on arrive à qualifier la SS4 Non, SS3. SS3. Et que l'on fait de la SS4. Alors là, il faudrait qu'on le reprenne ensemble, cas par cas. J'aurais du mal à faire une réponse générique parce que là, il faut... En fait, à chaque fois qu'on utilise les logigrammes, on le fait à la lumière d'un cas qu'on a en tête, qu'on veut préparer. Voilà. Donc après, je m'engagerai mal à donner une réponse. C'est normal, c'est pas normal. Il faudrait vraiment qu'on soit sur une situation sur laquelle on puisse travailler et l'examiner ensemble et suivre. Parce que bon... Le débat sur est-ce que c'est du 3 ou du 4, c'est pour ça qu'on a ces logigrammes, mais on a vraiment une lecture que quand on a en tête un cas de figure particulier. Je ne réponds pas vraiment. Un arrêt de tranche, il met une maintenance organisée, programmée et structurée. J'aurais du mal à vous répondre de façon tranchée, oui, non, c'est normal, pas normal. Je m'excuse. Merci. Alors, il y a une autre question, on va la prendre rapidement, sinon on va commencer à déborder. Donc, une dernière question. En cas d'exposition accidentelle à l'amiante, que faire? Rôle, responsabilité. Alors, en cas d'exposition accidentelle, on va faire plusieurs choses. On va rédiger une fiche d'exposition. Hein. On va l'envoyer au médecin du travail, le tracer dans son dossier, puisqu'on a vu que l'impact sur la santé, une fois que l'exposition a eu lieu, on n'a pas de contrepoison immédiat, ni à long terme. Mais le plus important, déjà, c'est de tracer l'exposition. Après, je dirais, il faut voir quel est l'impact de cette traçabilité, de cette exposition accidentelle et en mesurer la zone qui est concernée et intervenir pour éviter qu'il y ait une pollution et une dispersion. Et ensuite, se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Quel retour d'expérience? Comment éviter qu'un tel événement se reproduise? Après, il peut y avoir aussi l'enquête de l'inspection du travail qui peut aller plus loin pour se poser les questions de recherche de responsabilité et voir si les choses nécessitent des suites ou pas. Voilà. Donc il y a la partie médicale, la partie prévention, la partie gestion de l'incident. Et une déclaration. Et je ne sais pas si tout le monde entend, une déclaration d'accident du travail